Je suis Daniel Turcotte, propriétaire d'une maison patrimoniale dans le secteur de Kenogami à Saguenay, qui est dotée d'un terrain de près de 700 mètres carrés à 2 minutes de marche du centre-ville. À l'été 2009, j'ai aménagé un modeste potager d'environ 4 mètres carrés. Au fil des ans, ce petit potager est devenu grand et la cour arrière est devenue un véritable terrain d'expérimentation en agriculture urbaine. J'y ai entre autres construit 2 serres, un poulailler, un clapier, des bacs de compostage, créé un verger ainsi qu'un système de récupération des eaux de pluie. Pour partager mes trucs et astuces en agriculture urbaine, j'ai créé une page Facebook, une chaîne YouTube et mis en ligne 11 capsules sur l'agriculture urbaine durant l'été 2020. C'est ainsi qu'est née l'aventure du fermier du quartier. Le contexte était parfait, puisqu'en période de pandémie, le jardinage est très populaire et le concept d'autonomie alimentaire très pertinent. Imaginez-vous donc qu'avant la pandémie, nous n'avions pas de réseau à la maison par choix. Nous avons dû nous brancher pour le télétravail et l'école à distance pour les enfants. Un collègue de travail m'avait mentionné que j'étais enfin sorti de l'époque des filles de Caleb et je lui ai répondu pour devenir un influenceur web. Devant cette situation, un ami me demandait si je sentais le syndrome de l'imposteur dans ce parcours. Finalement, après réflexion, je lui ai répondu que j'étais plutôt affecté par le syndrome du passionné et j'espère pouvoir vous transmettre cette passion dans le cadre de cette émission. Je suis convaincu que par de la recherche, des lectures, de la transmission de connaissances, des essais et erreurs qu'on documente, on peut développer une démarche sérieuse en agriculture urbaine. Cette passion, je veux aussi vous la transmettre en allant à la rencontre de d'autres passionnés du domaine. Pour nous expliquer qu'est-ce que l'agriculture urbaine et comment elle a évolué dans le temps, nous avons rencontré Yann Segers, chargé de cours pour les programmes en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi et surtout un véritable passionné de l'agriculture urbaine. C'est une grande question, qu'est-ce que l'agriculture urbaine? Parce que c'est deux mots qui rentrent peut-être en tension, agriculture et urbanité. Si on fait un petit saut dans le temps puis qu'on se place ici en Amérique du Nord en pleine révolution industrielle, où on s'imagine les grandes villes en train de pousser, bien, une des choses qu'on a fait, c'est d'abord dégager le territoire pour être capable d'implanter des villes. Et qu'est-ce qu'on a tassé du territoire? Bien, c'est prioritairement la nature. Donc, l'agriculture, on l'a mis en périphérie des villes et les villes sont devenues des endroits de travail, des endroits de transformation, des endroits de circulation pour les voitures, les camions, les stationnements et compagnie. Donc, tranquillement, on a évacué un peu la nature qui était dans la ville. On l'a remplacée par des parcs, on l'a remplacée par des sentiers, mais l'idée, c'est que la nature se trouve à l'extérieur des villes et dans la ville se trouvent les activités qui doivent se faire de manière urbaine. Donc, on a tassé un petit peu cette espèce de relation nature-culture dans les villes modernes, on va dire. Donc, il y a toujours une tension entre agriculture et urbanité. Par contre, il faut aussi comprendre que l'agriculture en ville a toujours existé malgré tout. On parle des jardins de la Victoire dans des moments de tension militaire, par exemple. Les jardins ont été vraiment nourriciers. Et après ça, bien, il y a toujours eu des gens qui ont fait des expériences sur leur balcon, qui ont utilisé des espaces qui étaient vacants, des friches urbaines pour pouvoir jardiner. Donc, le jardinage a toujours cohabité dans les villes, mais de manière relativement peu commode. Et il y a même des lois qui ont permis ou qui ont interdit la culture de certaines choses en ville. Par exemple, les jardins en façade, on n'a pas le droit de cultiver en façade. Avant l'expo à Montréal, on avait le droit d'avoir des poules en ville, mais pour l'expo, on a décidé qu'il n'y a plus de poules en ville parce que ça fait du bruit, ça fait bon. Donc, tranquillement, on a évacué la nature en ville et on a même décidé qu'il y avait des zones agricoles et des zones urbaines. Donc, encore là, on a séparé les choses. Et bien là, c'est un peu le résultat de tout ça qu'on se retrouve aujourd'hui en se disant, mais comment est-ce qu'on peut retravailler ce lien-là entre agriculture et avec urbanité? Donc là, on recolle en fait la zone agricole et la zone urbaine dans la ville. Donc cette tension-là est toujours présente, mais elle commence à se détendre.
Dans les années 70, on peut avoir ce premier comme grand chantier, disons à Montréal, au Québec, où là, la ville a libéré des espaces pour faire les fameux jardins communautaires. Donc, les jardins communautaires, comme on les connaît, donc très classiques, la ville ouvre un espace, donne un cabanon, des outils de démarrage, on découpe en jardinet et ensuite, on se met à cultiver en groupe dans nos petits jardinets. Donc ça, c'est la première grande vague où, à ce moment-là, l'agriculture urbaine répond à un besoin de solidarité, d'insertion sociale, d'inclusion et évidemment de production de nourriture. Dans les années 2000, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a eu une espèce de réflexion politique sur la ville, sur la campagne, sur le monde paysan, sur les luttes paysannes. On se rappelle les années 2000, c'est le tournant avec les grands sommets socio-économiques, c'est les tensions au sommet en 2001 à Québec, où là, tout d'un coup, on prend conscience que les éléments de base, comme la nourriture, font partie d'un marché international et que tout d'un coup, ça nous éloigne en fait de notre production, de nos circuits courts et de la capacité à s'autodéterminer par rapport à la nourriture. Donc, dans les années 2000, il y a eu une espèce de courant de diversification où là, on a fait des jardins d'intervention urbains, on commence à cultiver sur les toits, sur les balcons, on parle d'abeilles, de permaculture, de poules en ville, il y a les écoles d'agriculture urbaine qui commencent à popper. Donc là, on voit une espèce de grand déploiement des différentes facettes, en fait, de l'agriculture urbaine, forêt nourricière. Et là, l'aspect politique, on parle aussi de guérilla jardinière, par exemple. On va prendre des friches, par exemple, dans les villes, puis on va semer, puis on va cultiver de manière un peu illégale. Ou on va faire du seed bombing. À l'époque, on prenait des boules d'argile, on mettait des semences dedans, puis on les lançait un peu partout. Puis pof, bien, il y avait des vivaces où il y avait des légumes qui poussaient de manière un peu... Donc, il y avait toute cette espèce-là, on veut se réapproprier, en fait, la ville comme un espace nourricier. Et ça, c'est super intéressant parce que l'espace jardinier devient un espace qui devient politique, qui est lié à d'autres éléments. Puis ça, bien, ça a donné lieu aussi en 2005-2007. Il y a eu la fondation de l'écoquartier de Chicoutimi qui se trouve être dans le centre-ville de Chicoutimi, où c'est un jardin autodéterminé qui a décidé de dire, bien, nous, on fait du jardinage en ville. Ils ont commencé à avoir des petits liens avec la ville de Chicoutimi pour avoir le droit d'avoir un espace pour jardiner. Et ils ont commencé à jardiner de manière hors sol, sur des buttes, dans des bacs, dans des bottes de foin et tout ça. Ils ont eu le droit d'un espèce de permis spécial, un projet pilote d'avoir des poules au centre-ville de Chicoutimi. Et là, on commence à tester, à essayer ces différentes manières de cultiver en ville. Puis là aussi, je vous rappelle les espèces de grandes tensions. C'est là, dans les années 2000 aussi, que les luttes écologistes ont commencé à prendre un peu plus de place. On prend vraiment en considération de l'enjeu des changements climatiques, la baisse de la biodiversité, les enjeux de biodiversité. Puis là, tout d'un coup, le jardinage devient un moyen de pouvoir aussi contribuer à la lutte au changement climatique. Mais tout ça, ça commence à être très vivace, mais l'organisation de terrain reste encore avec des petits jardins comme ça, où c'est un peu difficile de s'organiser. C'est des petits groupes qui sont plus ou moins bien organisés. Les liens avec la ville sont plus ou moins constants et fonctionnent sur du bénévolat. Il y a des conflits. Donc, ça fonctionne bien, mais on n'est pas rendu à l'étape où on est capable vraiment d'être nourricier. C'est-à-dire, il y a plusieurs effets positifs à l'agriculture urbaine, mais on n'est pas encore dans cette logique où on est capable de produire pour se nourrir. Parce qu'on se pose la question, est-ce qu'un jardin comme ça, c'est la bonne échelle pour produire de manière un peu plus, je dirais, abondante? C'est là qu'en 2015, il s'est passé quelque chose où il y a eu une espèce de retour avec les municipalités, où il y a des groupes de base qui se sont organisés, des groupes, je dirais des OBNL comme Eureco, ici au Saguenay, à Chicoutimi, qui sont retournés à la ville en disant « Non, nous, on veut pousser la chose un peu plus loin, on veut parler de municipalité nourricière. » Donc là, tout d'un coup, on réintègre encore plus d'agriculture en ville. On dit « Une ville peut aussi être nourricière. » Là, ça devient intéressant. Donc là, à partir de ce moment-là, on commence à avoir des organisations plus structurées, qui ont des sous, qui ont des personnes qui travaillent de manière permanente, qui ont des expertises et qui sont capables de pérenniser les différents projets d'agriculture urbaine. Et là, ce qui s'est passé avec cette époque-là, 2016-2017, Eureco a entamé une démarche avec à peu près 8 municipalités dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les impliquer dans l'utilisation de leur espace commun pour pouvoir produire des fruits, des légumes, des arbres fruitiers et compagnie. Donc, on parle de Saint-Fulgence, Labrec, Bégin, Saint-Prime, Saguenay ici, où là, ils ont tranquillement commencé à développer cette espèce d'idée de municipalité nourricière. Donc, on sort du jardin un peu pour rentrer dans les forêts nourricières,
où on va utiliser les friches pour faire pousser des arbres à fruits, des arbres à noix. Donc là, tout d'un coup, bien, ce qu'on mettait, par exemple, en plate-bande de fleurs, ce qui est toujours intéressant, mais on peut aussi intégrer d'autres éléments qui sont nourriciers là-dedans. Et donc ça, c'est la phase 2015 et qui amorce la phase vraiment d'aujourd'hui. On est une phase, je dirais maintenant, d'exploration beaucoup plus large et ce que je pourrais appeler une phase où on commence à voir les choses de manière systémique. Systémique, ça veut dire qu'on voit les choses en système agricole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détacher la ville des régions périphériques qui produisent la nourriture, des systèmes de transport qui donc sont capables d'amener la nourriture d'un lieu à un autre. On ne peut plus le détacher des systèmes de transformation alimentaire et on ne peut plus non plus détacher tout ça de la question de l'insécurité alimentaire. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui sont mal nourris, il y a des déserts alimentaires dans certains quartiers de la ville, dans certaines villes ou villages. Donc là, tout d'un coup, bien là, il faut penser l'agriculture comme quelque chose de beaucoup plus large, comme étant un système alimentaire territorialisé. Et c'est là où on en est actuellement, où on met les premières phases de tout ça, où là, tout d'un coup, l'agriculture, elle est toujours politique, parce qu'elle fait des liens avec la ville, mais elle rentre dans une logique de ce que je pourrais appeler de transition sociale et écologique. C'est que tout d'un coup, l'agriculture devient un outil, oui, de solidarité sociale, d'inclusion et de production, mais en même temps, devient un outil pour lutter contre les changements climatiques, être capable de produire localement, développer les circuits courts, être capable de faire des transformations locales et approvisionner les gens de leur localité avec des produits qui sont faits de la localité. Tout ça semble si simple, en fait, mais on a beaucoup de contraintes institutionnelles, politiques, qui ne nous permettent pas de faire ça très facilement, en partie avec le commerce international des grandes cultures. Plusieurs organismes ont joué et jouent toujours un rôle de défricheur pour sensibiliser et changer les mentalités face à l'agriculture urbaine. À Saguenay, l'écoquartier du centre-ville de Chicoutimi a été un précurseur dans le verdissement et le retour de l'agriculture en ville. Nous avons eu la chance de rencontrer deux cofondatrices de cet organisme, Émilie Simard et Florence Pez. L'écoquartier du centre-ville, tout d'abord, c'était une initiative citoyenne. En fait, c'est Marie-Lise, qui était à Eureco, qui habitait le quartier, qui a lancé l'appel aux autres citoyens. Est-ce que ça vous tenterait qu'on se regroupe pour avoir un écoquartier au centre-ville de Chicoutimi? Donc, il y a plusieurs citoyens qui ont répondu, dont moi et Florence. Puis, de là, on a comme rêvé notre quartier, qu'est-ce qu'on voulait, rêver un peu notre mission. Mais au début, c'était vraiment comme juste un collectif de citoyens. Ce qui était sorti, en fait, c'est que les citoyens, ce qu'ils voulaient, c'est beaucoup verdir le centre-ville. De cette façon-là, ils amélioreraient leur qualité de vie, dans le fond. Il y aurait la nourriture à proximité, parce qu'en fait, au centre-ville, on parle des fois en sécurité alimentaire que c'est comme un désert alimentaire, parce qu'il n'y a pas nécessairement de... Comme les épiceries sont vraiment loin, il y en a des petites épiceries de quartier, mais c'est vraiment plus dispendieux. Donc, en ayant les jardins, mais ça faisait des légumes bio à proximité, puis ça fait aussi beaucoup... Le concept de vie de quartier, où ce que les gens se rassemblent au jardin, il y avait des spectacles, etc. Fait que, on peut servir de la nourriture, les gens viennent au jardin, il y a des fresques collectives. On s'entend que présentement, avec le contexte pandémique, on a été un petit peu plus réduit dans nos activités, mais c'est le genre d'affaires qu'on faisait qui, écoute, qui attirait là, des centaines de personnes. Tu sais, une grosse fête de quartier, c'est tout le quartier, un peu comme la fête des voisins qui est le 6 juin habituellement. Là, avec la pandémie, on a moins vu ça cette année, mais tu sais, on l'animait, on avait des spectacles. Tu sais, on peut... En fait, le jardin devient vraiment un lieu que les gens s'approprient, puis n'importe quel projet peut émerger. Je pense que les gens apprécient beaucoup ça parce que d'un autre côté, ils voient aussi la ville qui se gentrifie et qu'il y a de plus en plus de bureaux et de stationnements et ça vient un peu contrebalancer cette tendance-là qui leur fait un peu peur aussi. Donc, les gens, en général, apprécient ce qu'on fait. L'avenir, bien, ça qu'on le sait pas, mais je pense que là, même après 11 ans, nous, qu'on est là, je pense que l'engouement est comme vraiment revenu, reparti. Puis en fait, nous aussi, bien, je veux pas, moi, en tout cas, j'ai vieilli aussi, je suis plus la jeune de 20 ans. Mais les jeunes de 20 ans, eux, ils veulent, là, on est près de l'université aussi, il y a beaucoup de jeunes qui gravitent, qui veulent apprendre, qui viennent nous rencontrer. Qu'est-ce que ça permet aussi, le jardinage collectif, c'est ça, tu sais. Nous, on est là depuis 11 ans, on a acquis des connaissances, fait qu'on les partage.
C'est comme ça qu'on apprend, en fait, là. Ce qui s'est perdu à un moment donné, un bout avec l'agriculture, justement, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas eu la transmission nécessairement aussi, là. La transmission de connaissances est comme importante. Lorsque l'on fait nos semis dans la maison au printemps, ça marque le début de la saison de culture. L'avantage principal de faire nos propres semis est économique. On n'a pas besoin de se procurer de plants, on les produit nous-mêmes. On peut même récupérer nos propres semences. Le principe des semis est simple. Il faut un terreau pour semis, ainsi que de la chaleur et de l'humidité pour la germination des semences. Pour la chaleur et la lumière nécessaires, des fenêtres côté sud vont suffire. Ensuite, il faut faire le repiquage, c'est-à-dire transplanter dans des contenants plus grands afin de donner, entre autres, aux plants plus de vigueur et un meilleur développement de leur système racinaire. Chez nous, les semis sont produits dans le salon et quand je manque d'espace suite à la croissance des plants, je colonise les chambres des enfants. Quand le feuillage des plants commence à envahir l'écran de télévision, c'est le temps de les déplacer vers les serres. Pour plus de détails, je vous invite à consulter la capsule sur les semis sur la chaîne YouTube du fermier du quartier. Et maintenant, je vais vous partager ma recette pour l'empottage des plants. Je vais emporter mes ingrédients. Je me sens comme un chef cuisinier. Alors, je vais vous présenter maintenant comment je fais l'empotage de mes plants pour avoir des bons légumes durant l'été. Alors, surtout pour les légumes fruits, moi, j'utilise des pots. Donc, premièrement, dans le pot, là, j'ai un terreau que je récupère à chaque année. Donc, ce terreau-là est quand même déjà, il y a une certaine richesse. Ensuite, comme vous pouvez voir ici, notre semis là, a très bien poussé dans nos pots. Il a été repiqué, hein? Donc, il a très bien poussé. Alors, ce qu'on fait, on va l'enlever du contenant. On va le mettre dans notre pot ici, qui va être notre contenant définitif pour cet été. Donc, le plant va continuer à croître. Et là, pour enrichir la terre, la première chose que je vais mettre, nous, à chaque année, on va chez M. Côté. On va chercher nos lapins à la ferme, à la campagne. J'en profite en même temps, les cultivateurs, si vous avez des contacts, ils ont des bonnes quantités de fumier. Donc, j'utilise du fumier de Monsieur Côté. Donc, on ajoute ici comme ça. On va en mettre là une bonne quantité. Ensuite, des écailles d'œufs. Donc, ce que j'ai fait ici, bon, l'écaille, on peut l'écraser avec nos mains, mais elle va se dissoudre plus lentement. Ce que je vous suggère, bien, moi, j'ai récupéré, en fait, j'ai emprunté le moulin à café de ma voisine Carole. J'en ai fait une poudre. J'ai fait une poudre d'écailles d'œufs. Donc, ça donne du bon calcium à vos plants. Vous en mettez autour ici comme ça. Ensuite, moi, j'ai de la cendre. La cendre, je chauffe beaucoup avec du bois de palette. Donc, cette cendre-là, on peut en mettre au jardin aussi en quantité quand même. Il ne faut pas en mettre en quantité industrielle. Pour à peu près 1 mètre carré là, dans votre sol, vous pouvez en mettre là, une tasse. Fait que dans notre pot, là, on peut en mettre aussi. La bonne potasse, donc ça va être bon pour vos plants. Finalement, là, ma recette, pour terminer ma recette, ben mon compost. Un compost que j'ai produit. Je fais 2 productions de compost par année. Un compost qui est prêt à l'automne, puis un qui est prêt aussi au printemps. Alors, on ajoute ça sur le dessus. Le compost va aussi enrichir, mais va aussi permettre de conserver l'eau aussi là, dans vos pots, qui va conserver davantage l'humidité. Et voilà. Donc, l'opération d'empotage est terminée. Et là, vous allez avoir des bons légumes durant l'été avec cette recette-là. Eureco est un organisme régional formé de professionnels engagés pour la restauration, la protection
et la conservation des écosystèmes. Il œuvre dans le sens d'une transition socio-écologique harmonieuse sur tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous avons rencontré Marie-Lise Chrétien-Pinault, chargée de projet en agriculture urbaine et urbanisme participative chez Eureco. Eureco, c'est un organisme qui œuvre en environnement dans une transition socio-écologique. Donc, on a différents secteurs d'activité. Depuis plus de 12 ans, là, on fait la promotion de l'agriculture urbaine. C'est un peu un moyen détourné de parler du développement durable parce que l'agriculture urbaine, finalement, ça a vraiment multifonctionnalité. Donc, autant que ça peut avoir des impacts positifs sur le développement communautaire, mais aussi ça peut nous permettre de parler d'une agriculture plus écologique. Ça peut nous permettre aussi de parler de résilience alimentaire locale, d'achat local, donc, et de valorisation des producteurs d'ici. Donc, l'agriculture urbaine, c'est aussi un moyen, bien sûr, de parler de la biodiversité. Et puis, on connaît ces effets là, sur la santé mentale, sur la santé physique. Puis, les actions qui sont posées par Eureco sont généralement et principalement dans les espaces publics. Et puis, on offre aussi de la formation là, pour les citoyens et les municipalités, là. On a aussi commencé à mettre en place des forêts nourricières communautaires. Donc, comme je disais précédemment, les espaces publics, c'est nos lieux d'action. Donc, une forêt nourricière, c'est un peu de reproduire l'intelligence d'une forêt qui peut avoir les forêts qu'on a autour de nous ici. Donc, sans nécessairement aller toujours redonner du compost, on s'attend en plantant des différents végétaux comestibles à ce qu'ils s'auto-génèrent une espèce de... Chacun des végétaux se nourrissent entre eux. Certains capteurs d'azote vont aider d'autres végétaux, etc., etc. Donc, on est rendu à plus d'une quinzaine de forêts nourricières au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre région est vraiment réputée là, pour la grande quantité de forêts nourricières qu'on a ici. Donc, il y a tous ces projets-là et cités-là qui se produisent sur le territoire. On a décidé de réfléchir à une approche peut-être plus organisée en termes de territoire. Donc, on a proposé une démarche qui s'appelle la démarche municipalité nourricière, où on accompagne les municipalités de 5 000 habitants et moins dans la mise en œuvre d'un plan d'action pour être plus résilient à l'échelle municipale. Donc, la question qu'on peut poser à la collectivité, c'est comment on ferait pour se nourrir à partir de ce qu'on a le territoire, disons, de Saint-Bruno devait fermer ses portes du jour au lendemain. Donc, on a réfléchi à cette résilience-là. Donc, avec les conseils municipaux, avec les citoyens, toujours avec une approche aussi de démocratie participative. Puis ça nous amène vers un plan d'action qui, après ça, nous amène à des actions concrètes qui sont menées par le comité et appuyées par le conseil municipal. Donc là, on est dans ces projets-là. Il y a 8 municipalités, donc 20 des municipalités de 5 000 habitants et moins au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont municipalités nourricières. Mais l'idée, c'est aussi de se réapproprier en tant que citoyen, consommateur, mais aussi producteur. Donc, de se réapproprier ce sujet-là qui est vraiment fondamental. Hein, c'est la base, se nourrir pour vivre. Donc, par municipalité nourricière, c'est de se dire, dans les petites municipalités, on pourrait porter notre attention sur l'agriculture. On a souvent notre patrimoine, en fait, agricole puis culturel lié à l'agriculture est présent, mais mal connu. Donc, c'est de remettre finalement là, ces questions-là de se nourrir puis de le faire ensemble, dans le fond, à l'ordre du jour. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à vous impliquer dans le mouvement de l'agriculture urbaine. Je vous dis au bêche citadin et on termine l'émission avec Christine Payette, animatrice dans l'équipe d'animation des bibliothèques de Saguenay, pour la chronique Lecture, approfondir vos connaissances. Alors, le livre que je vous suggère aujourd'hui, La révolution de l'agriculture urbaine de l'auteur Jennifer Cockrell-King. L'auteure, elle est journaliste indépendante et puis elle est conférencière spécialisée en alimentation et puis en cuisine. Le livre est édité chez Éco-Société, qui est à Montréal. Dans ce livre-là, qui est comme un récit captivant, un carnet de voyage,
dans lequel l'auteur part à la rencontre de personnes qui sont des hommes, des femmes, d'un peu partout dans le monde, qui, depuis plusieurs années, travaillent pour ramener la production et la distribution des aliments au cœur des villes. C'est leur façon à eux de répondre au système actuel qui est beaucoup plus agro-industriel. Alors, c'est à l'intérieur du livre, vous allez trouver d'ailleurs des photos qui ont été prises d'installations agroalimentaires un petit peu partout dans les villes qui ont été visitées, que ce soit Paris, vous allez à Cuba, en Californie, Toronto, Montréal. Ce livre-là, pour stimuler et puis pour convaincre les gens qui veulent continuer à s'intéresser à améliorer leur alimentation et puis se reconnecter avec l'environnement, je vous le conseille fortement.